Mes amis de Latitude 45, bonsoir. On est très heureux d'avoir pour une deuxième fois un monsieur Colin Chabot. Cette fois, on va parler de la cosmologie extraterrestre. Mais pour parler de la cosmologie extraterrestre, on doit parler d'un sujet très polémique. C'est vraiment polémique parce qu'aujourd'hui, on parle de reptiliens, on parle d'Anunnaki, on parle de cet être qui a le contrôle de l'humanité. Donc, on va parler de la cosmologie extraterrestre, on va partir du thème des sujets des reptiliens avec M. Colin Chabot. M. Colin Chabot, bienvenue à Latitude 45. Merci de cette deuxième invitation. OK. D'ailleurs, on parle des reptiliens parce que je viens de lancer sur mon Facebook un nouveau texte de 20 pages que j'ai osé appeler les reptiliens mes amis, exprès pour être un peu provocateur. OK. J'aime ça, parfois un peu provoquer, pas pour provoquer, mais vraiment pour faire réagir les gens, parce que depuis plusieurs années, je vois beaucoup de textes sur Internet contre les reptiliens, et on en fait vraiment des êtres maléfiques, pour ne pas dire démoniaques. Comme je disais à quelqu'un ce matin sur mon Facebook, c'est presque de se faire peur comme avec les vampires, les zombies, les Illuminati. C'est devenu une race vraiment perfide. Ce qui n'est pas vrai, puisque les humains ont été créés au point de départ par une race de reptiliens très évoluée. OK. Je suis en contact depuis des années avec différentes entités. J'ai raconté dans la première vidéo que j'étais enlevé à partir de l'âge de 4 ans. Et c'est seulement vers l'âge de 12 ans que j'ai su que c'était des reptiliens. Mais je l'ai su à l'âge de 12 ans inconsciemment, mais je l'ai su seulement l'été passé en étant sous hypnose. J'ai su exactement que ceux qui m'enlevaient depuis l'âge de 4 ans, c'était une race reptilienne. Et que l'entité Naja, que j'avais découvert vers l'âge de 30 ans à peu près, il était d'origine reptilienne, je l'ai su que l'été passé. Alors c'était un choc pour moi, parce que Naja, pendant plus de 30 ans, m'a enseigné des enseignements d'une grande évolution spirituelle, m'a appris à respecter toute forme de vie, m'a convaincu d'être végétarien, de ne tuer rien, mais quand on dit rien, j'ai appris avec lui à respecter la moindre vie, la moindre fleur, la moindre plante a le droit d'exister, et c'est grâce à lui que j'ai compris aussi beaucoup de comment fonctionnait l'univers, la cosmologie de l'univers telle qu'eux l'aperçoivent. OK. Alors quand j'ai su que c'était le peuple des reptiliens, j'ai senti le besoin d'écrire un texte où je donnais ma version des reptiliens. OK. On va commencer. Je vais essayer de... Il faut savoir au point de départ que l'univers entier, il faut que je parle d'un point de départ, mais ça va inclure les reptiliens, mais c'est pas facile parce que la cosmologie que les extraterrestres m'ont enseignée est très, très vaste, inclut beaucoup de choses. Parce que les reptiliens qui ont créé les humains, qui les ont amenés sur la Terre, OK, je vais dire ce que moi je connais. Les reptiliens qui ont amené les humains sur la Terre ont amené une première race humaine il y a à peu près 200 000 ans. Et on en a amené une seconde il y a à peu près 35 000 ans. Si on étudie, moi je ne savais pas, mais grâce à les recherches, j'ai découvert que la race Cro-Magnon datait d'il y a à peu près 150 000 ans et que la race Homo sapiens, dont on est issu, on date d'à peu près 40 000 ans. Et ça, je le savais depuis des années et je l'ai su par les quelques recherches scientifiques qui ont été faites. Puis j'ai appris encore récemment que c'était deux races qui étaient incompatibles. C'est-à-dire que génétiquement, la première race, il y a 100 000 ans,
n'était pas compatible génétiquement avec la plus récente, dont on est issu. Mais moi, je le savais depuis des années. J'avais écrit, d'ailleurs, dans un texte, comme quoi que c'était deux races qui ne pouvaient pas s'accoupler sans que ça crée des êtres difformes. OK. Ce qui s'est passé avant les 150 000 ans, je ne sais pas. Parce que l'entité qui est en moi, qui s'exprime à travers moi, elle est ici depuis à peu près 100 000 ans, 150 000 ans. Qui fait que je n'ai pas vraiment fouillé l'histoire de la Terre avant. Est-ce qu'il y a eu d'autres colonisations faites par d'autres races extraterrestres? Possiblement. Mais celle que moi, je connais, date seulement d'il y a à peu près 100 000 ans. Et la toute dernière, dont on est issu, c'est à peu près 35 000 ans. Comment expliquer comment fonctionne l'univers en premier? En premier, il faut savoir que tout ce qui existe dans l'univers tel quel est issu d'une seule et même énergie, une seule et même essence. Tout ce qui existe est fait d'une seule essence qui se transforme en différentes formes, différentes textures, mais tout ce qui existe dans l'univers est issu d'une seule et même énergie, et cette énergie-là, elle est centrée au milieu de l'univers dans un immense trou noir. Je ne sais pas dans combien de temps qu'on va le découvrir. Ça fait juste même pas 10 ans qu'on sait maintenant qu'il y a un trou noir au milieu de chaque galaxie. Mais ce n'est pas un trou noir. C'est une énergie, l'énergie primordiale, qui a créé toute chose, qui est tellement concentrée qu'elle est noire. Mais ce n'est pas un trou, c'est une énergie tellement concentrée qu'elle forme un noyau central et toute une galaxie tourne autour. Un jour, on va découvrir qu'au milieu de l'univers entier, il y a un immense trou noir dont tout l'univers gravite autour. J'explique ça parce que les extraterrestres qui m'ont parlé de leur histoire m'ont raconté qu'il y a très très longtemps, ils ont découvert cette énergie-là et ils ont vraiment prouvé que cette énergie-là était indestructible. Ils l'ont trafiqué, ils l'ont traité, ils l'ont transformé, ils l'ont coupé, ils ont fait beaucoup d'expériences sur cette énergie-là. Et cette énergie-là peut se défaire, peut prendre toutes sortes de formes, peut se condenser, se liquéfier, mais au bout du compte, elle revient à sa forme originelle, c'est-à-dire sans forme. Ils ont découvert que cette énergie-là, elle était en quantité égale dans l'univers et que quoi que ce soit qui se formait à partir de cette énergie-là, quand l'objet se défaisait, l'énergie redevenait en quantité égale. Et je raconte ça parce que les gens croient que nous autres, les humains, on évolue à partir de la base. C'est-à-dire, on est dans un corps physique et lentement, on évolue pour devenir des êtres de plus en plus éthérés, de plus en plus raffinés au niveau vibratoire. Ce qui est vrai. Mais nous sommes à l'envers du mouvement originel. Parce qu'à l'origine, l'énergie qui était très concentrée au centre s'est répandue de plus en plus, créant des mondes de plus en plus complexes. Mais les premières entités conscientes et intelligentes ont été créées près de ces centres-là. Et ces êtres-là, très évolués, ont lentement créé des êtres pour se répandre de plus en plus. Donc, le vrai mouvement naturel de la création, c'est de partir du centre et de se répandre dans les univers en étant de plus en plus dans des corps denses. Je raconte tout ça parce qu'il faut saisir que c'est des êtres très évolués qui ont des millions d'années d'évolution avant nous, qui ont décidé de répandre dans ces parties de l'univers des êtres de plus en plus denses. Il faut savoir que plus on s'éloigne de ces noyaux, comme notre galaxie, plus on s'éloigne du noyau central, plus cette énergie-là est rare, plus elle se disperse, et alors plus il est difficile de vivre dans les pourtours des galaxies, où il y a peu d'énergie, donc les êtres sont créés d'une façon plus dense, avec un corps physique plus dense pour survivre dans ces univers-là où l'énergie est rare. Donc c'est toujours du noyau central où sont les êtres les plus évolués, les plus anciens, que sont créées des races de plus en plus performantes pour vivre en périphérie de ces centres-là.
C'est assez complexe parce que, mais j'essaie de vous expliquer qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien de millions d'années, il y a une race très, très évoluée qui a décidé de créer une race qui devait être très performante dans les parties d'univers où l'énergie était très rare, où la vie était très difficile, où les planètes étaient très hostiles. Et ce sont la race des reptiliens qui ont été créés. Je ne peux pas dire, et pour moi, c'est pas très, très important, mais qui ont été créés il y a des millions d'années pour habiter, pour coloniser les pourtours des galaxies où il était très difficile de vivre, même de survivre. Alors, les reptiliens, ce n'est pas une seule race, c'est une espèce. Comme les humains, ce n'est pas une race, c'est une espèce. Dans l'univers, les humains, il y en a des milliers et des milliers de variations. Donc, les reptiliens, c'était une espèce ayant des milliers de variations, qui, avec le temps, se sont diversifiées encore plus et qui ont eu le mandat de se répandre dans les parties les plus austères de la galaxie pour créer des civilisations. Avant ça, il y avait de la vie, mais une vie qui n'avait pas le potentiel de créer des civilisations moyennement construites. Alors, voici la première grande vérité que j'ai appris, c'est que ce sont les reptiliens qui ont habité notre Terre, mais qui habitaient aussi tous les pourtours de notre galaxie. Et c'est une race très ancienne et elle a, jusqu'à un certain point, le droit de dire qu'on est chez eux. Que c'est les extraterrestres, ce sont les reptiliens qui ont colonisé les planètes de notre système solaire, qui ont colonisé des milliers et des milliers de planètes, toujours dans les pourtours des galaxies, l'endroit où personne ne veut aller rester, les autres sont allés. Et ils ont réussi, grâce à leur force et leur ténacité, à créer des mondes évolués. Mais nous, les humains, on a été créés par une race reptilienne qui, elle, vient d'une partie de l'univers un peu plus, avec une énergie un peu plus importante, et qui sont rendus tellement évolués qu'eux aussi se sont dit un jour, on va créer nous autres mêmes une nouvelle race, et que cette nouvelle race-là, on va la rendre encore plus performante que celle des reptiliens, et on va essayer de l'introduire dans des univers qui sont peut-être un peu difficiles, mais on veut savoir si les humains sont capables de vivre dans ces endroits-là. Comment expliquer tout ça? C'est tellement vaste, parce que j'ai 40 ans de connaissances que j'ai reçues. Alors, je vais essayer de prendre ça au point de départ. OK. Mais pour résumer avec les reptiliens, parce qu'on parle des reptiliens, parce que j'ai écrit un texte là-dessus, et c'est vraiment eux que je côtoie depuis tout petit. Je veux dire que il y a des races très évoluées de reptiliens, et ce sont nos dieux, ce sont nos créateurs. C'est eux qui nous ont amenés sur la Terre, c'est eux qui nous ont enseigné la base de la connaissance, de la religion, et d'à peu près toute la technologie qu'on a découverte. Mais en même temps, il y a des reptiliens moins évolués, plus primitifs, qui habitent ce secteur-ci de l'univers. Et ces êtres-là sont en droit de revendiquer la Terre, mais il y a des entités supérieures qui ont décidé, qui ont dit non. Les humains ont le droit à leur autodétermination. Donc, en ce moment, les humains ont le droit d'évoluer à leur rythme sur la Terre, parce qu'il y a des êtres supérieurs qui ont dit que on a le droit. On a le droit. Mais en même temps, je ne peux pas nier qu'il est possible qu'il y ait des reptiliens plus primitifs, comme je dis, qui essaient, jusqu'à certains points, de prendre un certain contrôle sur la Terre. Mais ils n'ont pas le droit officiellement. Et s'ils vont trop loin, les êtres supérieurs vont les bloquer. Parce que dans la plupart des races supérieures, il est interdit de s'ingérer dans l'évolution d'une planète s'ils ne sont pas demandés. Il n'y a aucun être supérieur qui peut interférer dans l'évolution d'une planète si les habitants de cette planète-là ne le demandent pas d'une façon consciente et majoritaire. Ça, c'est clair. Mais il y a toujours des contrevenants, il y a toujours des rebelles,
Il y a toujours des gens qui disent, mais ce n'est pas la majorité. Et ma conclusion par rapport aux reptiliens, la première conclusion, c'est que la majorité des reptiliens respectent les humains, ne s'ingèrent pas sur la Terre, nous regardent aller, nous regardent agir sur le belle télévision. Ils nous regardent, ils ne comprennent pas toujours, ils nous trouvent bien bizarres des fois, parce qu'on a une gamme d'émotions qu'eux n'ont pas. Alors, quand ils nous regardent agir, ils sont assez... c'est parce qu'aujourd'hui, je pensais parler de la cosmologie extraterrestre, mais le thème des reptiliens est un peu... Lié. est un peu lié, mais en même temps, c'est autre chose. Parce que je suis un peu perturbé en ce moment de savoir est-ce que j'en dis plus sur les reptiliens ou si je m'en vais vers la cosmologie. Je pense qu'on va aller au cosmologie. OK, c'est la cosmologie. Bon. S'il faut... parce que, moi, quand je fais une interview comme ça, je ne me prépare presque pas. C'est très spontané. Mais quand même, mentalement, je m'étais fait à l'idée que je parlais de la cosmologie. Mais pour les reptiliens, j'invite les gens à aller voir le texte, les reptiliens, mes amis, où tout est bien décrit et où dans le texte, j'explique bien leur personnalité. Qui ils sont, comment ils vivent, quels sont leurs potentiels, quelles sont leurs limites et qu'est-ce qu'ils pensent des humains et vice-versa. Donc, c'est assez clair. Mon texte est assez clair. Et je ne voudrais pas aussi que ce que je raconte comme cosmologie extraterrestre, que les gens disent « Ah, si ça vient des reptiliens, je fais une croix dessus. » Parce que moi, les reptiliens avec qui je fais affaire, ce sont des êtres très évolués, très respectueux et qui m'ont toujours respecté, qui ont toujours été des êtres à l'écoute de mes besoins, puis qui ont toujours eu un grand respect, même s'ils ne comprennent pas la façon que les humains vivent. Parce que les reptiliens ont une gamme d'émotions assez limitée par rapport aux humains. Ce qui fait que quand ils voient agir des humains, ils les trouvent très imprévisibles. Ils ne comprennent pas que quelqu'un peut se mettre à crier ou à pleurer ou à passer des larmes ou rire ou à tomber en état de rage, puis 2 minutes après, passer à un autre état d'être. Pour eux autres, c'est incompréhensible. Parce que pour les reptiliens, ils sont très forts sur une certaine discipline, ils sont très forts sur les protocoles, il y a un respect mutuel. Ils sont froids. Ils sont froids, oui, mais comment dire? Eux autres, il y a quelqu'un qui arrive, qui donne une tape sur l'épaule comme ça, salut, là. Oh, non, 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 non. Pour eux autres, c'est un manque de respect total. Il y a un protocole, il y a une façon d'aborder quelqu'un. Ils ne sont pas tous froids, dans le sens qu'il y a une partie des reptiliens qui sont à sang froid, mais je ne pourrais pas dire quel est le pourcentage, mais ce n'est pas nécessairement... Je vais donner un exemple qui va te montrer jusqu'où que ça peut aller. Naja, qui s'exprime à travers moi, vient d'une planète où ils sont les plus évolués de cette planète-là sont immortels. Ils peuvent se régénérer complètement. Ils n'ont pas de corps stable. Ils n'ont pas de corps stable. C'est eux autres mêmes qui recréent constamment leur corps. Ils ne mangent pas. Ils ne font que respirer. Je vais vous raconter un petit détail un peu comique. J'étais en voyage. En ce moment, je termine de retranscrire un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années, en 2004, je pense, et où je faisais intégrer Naja dans tout mon corps pour essayer de voir s'il pouvait vraiment intégrer toutes les cellules de mon corps, ce qu'il a fait après plusieurs séances. Et quand il a pris possession de mon corps, la première remarque qu'il me dit, « Mais c'est quoi la bouillie que tu as au milieu de ton corps? » La bouillie qui est au centre. Ben, j'ai dit, ah ben ça, c'est la nourriture. La nourriture? Ben oui, je dois manger pour vivre. C'est quoi manger? Je ne comprenais pas. Alors, je lui ai expliqué. Ben lui, il dit, non, moi, sur ma planète, je m'étends un peu, je prends 4-5 bonnes respirations, et voilà, je suis régénéré. Alors, et ça, on parle d'une race reptilienne. Alors, ce sont des êtres qui sont entièrement immortels, ne se nourrissent que d'air, que de prana, comme on dit. Et il y a même des reptiliens qui sont rendus tellement évolués qui peuvent aller d'une planète à l'autre, d'un monde à l'autre, sans véhicule, par leur propre corps, qui peuvent
partir avec leur corps et voyager d'une planète à l'autre sans avoir besoin d'un habitacle. C'est pour vous dire que ne faut pas résumer une race ou une espèce à deux, trois paradigmes. Oui, paradigmes. Je vais donner un exemple. Ici, en Europe et en Amérique du Nord, on a la déformation de Hollywood. C'est-à-dire, dans les films, il y a des méchants puis il y a des bons. Mais il n'y a rien entre les deux. Tu es complètement méchant ou tu es complètement bon. Mais c'est pas comme ça dans la vie. Il y a des peuples qui ont des soldats, qui torturent des gens. Est-ce qu'on peut dire que tout ce peuple-là est un peuple tyrannique, barbare? On a des savants qui torturent des animaux. Est-ce qu'on peut dire que tous les humains sont des êtres qui torturent? C'est pas que vous comprenez le principe il y a même des gens qui me disent, oui, mais les reptiliens, ils n'ont pas créé les humains en tant qu'esclaves. En tant qu'esclaves. Il y a 30 000 ans, connaissez-vous un peuple humain qui ne pratiquait pas la guerre, l'esclavage, les tortures, l'asservissement? C'était ça, comment les gens vivaient à l'époque. Quand un peuple envahissait un autre peuple, il faisait des prisonniers qui devenaient des esclaves. C'était ça, il y a 30 000 ans. Alors que les reptiliens viennent sur la Terre, amènent une nouvelle race, essaient de la faire évoluer, essaient de faire évoluer les gens qui sont à cette époque-là. Mais les reptiliens ne peuvent pas agir immensément plus évolués qu'avec les humains avec qui il fait affaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça ne me dérange pas de parler des reptiliens parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires à partir de mon texte. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais les reptiliens, c'est pas eux qui ont imposé les sacrifices humains, comme au Pérou, dans ces pays-là. Bon. Je vais dire quelque chose. C'est étrange, mais je vais le dire pareil. Quand les humains qui sont sur la Terre s'entretuent entre eux, avec aucun respect de la vie d'un autre être humain n'a aucune valeur. Comment tu veux éduquer ces gens-là pour qu'ils respectent la vie d'un autre? Il y a une solution. On va sacrifier une personne, mais on va la sacrifier à un Dieu. Parce qu'il n'y a que les dieux qui ont droit de vie et de mort sur les humains. Parce que la vie humaine est importante. Donc, je ne vous arrêterai pas de vous entretuer, mais je vais vous dire que maintenant, les sacrifices humains vont être ritualisés, vont être faits que dans un cadre précis, avec des balises et des limites précises. C'est ce qu'on appelle faire évoluer un peuple un peu plus loin. Mais si on regarde ça avec 2000 ans, 4000 ans de recul, mon Dieu, les reptiliens ont enseigné les sacrifices humains aux dieux. Comprenez? Dans mon texte, je donne l'exemple le plus simple, c'est qu'on prend la guillotine inventée par M. Guillotin en France, au XVIIe siècle, je pense, XVIIe, XVIIIe siècle. Les gens disent, mon Dieu, comme c'était barbare, la guillotine. Mais non, mais non. On tuait les gens, on exécutait les gens avant avec une hache. 4 fois sur 5, ça ne le tuait pas d'un seul coup. On était obligé de lui donner 2-3 coups d'hache sur le cou pour enfin tuer la personne. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'était comme barbarie. Quelqu'un a eu l'idée géniale d'inventer la guillotine pour faire que l'exécution soit rapide, d'un coup sec et net. C'est ça l'histoire. Comprendre le contexte de l'époque pour voir qu'il y a progrès. Pas par rapport aujourd'hui, mais par rapport à la situation de l'époque. C'est pour ça que quand on parle des reptiliens, quel que soit le rôle qu'il a joué dans le passé, il faut tout connaître l'époque, la situation, et que les reptiliens ont joué le rôle d'essayer de faire avancer la population, mais en respectant le cadre, l'époque et la situation. Mais bon, c'est ça. Alors, je pourrais parler longtemps sur eux autres, mais si vous lisez ce texte-là, les reptiliens, mes amis, ça va bien. Qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné? Quand je vous dis que la première chose qu'ils m'ont enseigné, c'est le respect de toute forme de vie. Quand tu côtoies
des êtres comme les reptiliens. Ils sont impressionnants. Soyons clairs, ceux que j'ai côtoyés, du moins que j'ai racontés sous hypnose, ils sont un tiers plus grands que moi. Moi, j'ai déjà 6 pieds de haut et ils ont 7 pieds, 7, 8 pieds. Donc, c'est impressionnant. Et ce sont des machos. Alors, les reptiliens, c'est une race qui est très... vous comprenez, c'est une race qui a dû survivre dans des milieux très austères. Donc, ils ont débloqué beaucoup de force, mais beaucoup d'endurance, mais aussi le côté machiste, le côté masculin. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui sont forts, résistants, mais qui sont aussi durs. C'est des personnes qui sont dures. Donc, quand tu côtoies des reptiliens, ce pas des gens qui rient, qui s'amusent. C'est des gens qui sont toujours graves. Et qui ne parlent pas pour rien dire, pas comme moi, là, qui parlent vraiment que pour dire ce qu'ils ont à dire. Et ils n'aiment pas montrer leur faiblesse. Quand ils font des erreurs, ils ne s'en vantent pas. Donc, c'est une mentalité un peu machiste. Mais le reptilien de haut niveau qui est en moi m'a quand même montré... OK. Je vais dire quelque chose un peu... moi, non. OK, je vais le dire. Je dis tout, hein. Quand j'étais sous hypnose, j'ai raconté que certains reptiliens qui sont venus me chercher m'ont amené aussi dans des endroits où j'ai vu d'autres races. J'ai vu d'autres formes de vie. Parce que, faut pas se mentir, les reptiliens, eux autres mêmes, sont en contact avec d'autres peuples et qui se côtoient. On parle toujours des reptiliens qui sont corrects, normaux, qui vivent, qui ont des enfants, puis qui ont une vie, puis qui ont une vie sociale, puis qui ont des loisirs, puis des sports, et qui ont une vie agréable entre eux, et qui s'entraident, et qui ont compris ce qu'on appelle le principe de le partage sans condition. Ça veut dire que c'est pas parce que ce sont des êtres assez machistes, machos, comme on dit, que c'est important pour eux autres de protéger les faibles. Et que la nourriture... c'est pas juste les forts qui la gardent. La nourriture, c'est fait pour tout le monde. Alors, ce que nous, on n'a pas compris encore, les reptiliens ont compris que c'est pas parce qu'ils ont des membres de leur communauté qui sont plus faibles que ces êtres-là ne méritent pas de manger, d'avoir une vie sociale, puis d'avoir une vie de base. Et ça, ils l'ont compris bien avant nous autres. Fait que les autres, ils ne le font pas par pitié ou par grandeur d'âme. Ils le font parce que pour eux autres, c'est important de protéger les faibles. Parce que si on ne se protège pas entre nous autres, qui va nous protéger? Parce qu'ils ont vécu dans des mondes difficiles, puis ils ont dû apprendre à être solidaires entre eux. Bon, là, je ne tomberai pas trop émotionnellement, parce que c'est vrai que c'est ça qui m'envoie, qu'ils ont toujours dit. Ils sont solidaires entre eux autres. Ils se défendent, même au prix de leur vie. Ils sont prêts à défendre leur congénère. Mais ils m'ont amené dans des mondes où j'ai vu toutes sortes de races. Et ça me fait penser au film E.T., quand le petit garçon est dans la classe avec tous les enfants et il y a devant lui un bocal avec une grenouille et qu'ils vont les disséquer. Et qui regarde la grenouille et qui dit, mais c'est un être vivant. C'est un être vivant. De quoi j'ai le droit de tuer cet être vivant-là? Et ça, au moment qu'ils ont commencé à m'enlever, même très jeune, j'ai eu cette conscience que tout ce qui est vivant est digne de respect et que je dois, sans aucune raison, d'arracher une fleur, de tuer une mouche, de piler sur une chenille, de jeter un papier à terre, de mépriser un rat ou une souris parce qu'elle vit à mes crochets dans les égouts. Non. Non. Et en côtoyant d'autres races, dans des vaisseaux spatiaux, puis tu vois des races tellement étranges, tu dis, non, je veux dire, c'est une ouverture complète sur tout ce qui est vivant. Et ça, je le dois à eux autres. Et, OK, on va enchaîner dans l'enseignement de base. OK. C'est tellement vaste. OK, je reprends l'idée au point de départ. Tout l'univers est fait d'une seule et même énergie. On l'appelle une essence primaire, primordiale. Et cette énergie-là, à l'origine, elle était inconsciente. Elle était
elle était en expansion autour de noyau central. Si ce n'était pas au milieu d'une galaxie, c'était au milieu de l'univers même. Et cette énergie-là en expansion, quand une énergie est concentrée, elle ne peut que se répandre autour. Et rendue à une certaine distance d'expansion, la force attractive la ramène vers elle. Ce principe-là est tellement important que c'est ça qui va donner naissance à toute chose. Une énergie qui est inconsciente, je dis énergie, mais le mot est pas... je n'ai pas trouvé le mot. Le seul mot que je comprends, c'est essence, l'origine. Cette énergie-là, l'essence, en allant dans une direction, à un certain moment donné, elle est revenue vers elle-même, attirée par son noyau, par le noyau, mais en revenant vers elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rencontrée. Deux énergies qui se rencontrent, se frappent, ça crée une vibration. La vibration égale conscience. Donc, une énergie qui était inconsciente, qui ne se connaissait pas, qui n'avait aucune perception d'elle-même, s'est rencontrée, comme dans un miroir, et en se rencontrant, elle a créé une vibration. En vibrant automatiquement, ça a créé une forme. De toute façon, deux énergies qui se rencontrent, si elles ne sont pas de force égale, elles vont faire ça comme ça, et elles vont créer un mouvement circulaire. Et il faut que les deux énergies ne soient pas de même intensité. Automatiquement, elles se tournent et elles créent un mouvement circulaire. Et un mouvement circulaire de deux énergies crée automatiquement une enveloppe. Donc, une énergie dans une enveloppe qui est distincte de l'énergie qui est à l'extérieur. C'est très important de comprendre ça parce que tout découle de ça. La façon que l'on vit, comment que la vie existe, elle existe dans la mesure que ces deux énergies qui se sont rencontrées, qui ont créé une vibration, la vibration a donné une enveloppe, une forme, et a donné le début de la conscience. Être conscient d'être dans une forme par rapport à l'extérieur. Je ne suis plus fondu dans tout l'univers, je suis une entité fermée en rapport à l'extérieur. Donc, le feeling du soi en rapport au non-soi. Et ça, c'est un principe tellement de base que tout l'univers entier est créé à partir de cette même vibration-là qui s'est rencontrée et qui a créé tout ce qui existe dans l'univers. Ce qui veut dire que tout ce qui existe dans l'univers est fait de la même énergie qui vibre à différents taux d'intensité. Je vais dire des choses assez surprenantes, mais plusieurs choses que je vais dire, les gens en ont déjà entendu parler, mais ils ne le comprennent pas. Parce que les extraterrestres, quand ils sont venus sur la Terre nous déposer, ils nous ont donné aussi des phrases clés. Et ces phrases clés-là, on les a retenues, mais on a oublié le sens de ces phrases-là. Parce que ce que je vais vous dire, et ça c'est la chose la plus surprenante que les extraterrestres m'ont appris, et je dois la dire immédiatement, c'est la seule façon de comprendre la suite. Ils m'ont dit que l'univers entier, tel qu'on le connaît, est une entité vivante et consciente. Nous vivons à l'intérieur d'un individu. Ça, c'est un choc. L'univers est un être. Et nous sommes à l'intérieur de cet être-là. Et parce qu'il y a des extraterrestres qui ont voyagé assez loin dans l'univers pour découvrir les limites de l'univers. Mais une limite qui inclut une peau. Je dis une peau parce que tout le monde va comprendre ce mot-là, mais je dirais une enveloppe. Une enveloppe qui délimite l'univers. Et nous vivons à l'intérieur de lui. Je dis lui parce que celui devient Dieu. On dit que tout l'univers est Dieu. Tout est Dieu. Dieu est partout, en nous, autour de nous. Et oui, c'est sûr, nous sommes en lui. Nous faisons partie de cet être-là. Et nous sommes une partie de cet être-là. Comme nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes un Dieu pour tous les organismes qui vivent à l'intérieur de nous. Et que s'ils s'ouvrent un peu,
moyennement, ils perçoivent une entité globale. Donc, c'est assez étrange parce que là, ils m'ont fait comprendre que je vis dans un organisme vivant qui a des limites, et ça rejoint la science d'aujourd'hui qui commence à parler des multivers. Parce qu'on suppose que peut-être que cet être-là n'est pas unique. Alors, on est limité par son enveloppe, mais qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de cette enveloppe-là? Est-ce que c'est à l'infini? Ils m'ont dit aussi une chose récemment qui m'a quand même interpellé. Toutes les formes de vie qui ont été créées depuis des millions d'années, toujours de plus en plus complexes, jusqu'à créer la race reptilienne, jusqu'aux humains, ils m'ont dit que les humains, c'est la race, j'ai les humains, je ne parle pas des terriens, les humanoïdes, qui sont partout dans l'univers en ce moment. C'est la race la plus raffinée qu'ils ont créée jusqu'à date, qui a été créée jusqu'à date par des êtres supérieurs. C'est les êtres les plus raffinés, les plus subtils, les plus nuancés. Et la race la plus proche de ce qu'est Dieu. La façon que notre organisme fonctionne, notre palette d'émotions, de sentiments, de pensées, notre façon de vivre tant d'années, tout ça, et aussi le fait que nous sommes... OK, je vais faire une autre parenthèse. C'est que ça fait très longtemps que je sais que les humains ont la capacité de se réincarner, donc de se prolonger d'une vie à l'autre. C'est une création assez récente dans l'univers, parce que beaucoup de races extraterrestres qui sont très évoluées, très avancées, ont une vie, n'ont pas une survie après la mort. Donc, ils font comme les animaux. Ça veut dire que les animaux ne survivent pas après leur mort. Mais j'expliquerai tantôt c'est quoi le phénomène. Mais les humains ont la faculté de se prolonger individuellement. Mais ils m'ont expliqué que la race humaine était la race la plus proche de ce qu'ils ont découvert comme loi de l'univers. Comment expliquer ça? Mon Dieu, on part, hein? C'est vaste. C'est très, très vaste. Eux autres, ils ont découvert, puis pour eux autres, ce n'est pas des croyances. Pour eux autres, c'est véridique. L'univers entier est un être vivant. Deuxièmement, ils ont découvert que tout l'univers entier était fait d'une seule et même énergie qui vibre à différents taux. OK. Et alors, quand ils ont compris les lois de l'univers, puis ils ont été capables d'analyser toutes les lois de l'univers, comment que l'univers fonctionnait. Fait que quand ils ont créé l'humain, ils se sont dit, on va le créer le plus près des lois de cet univers-là, pour qu'on soit le plus près possible de ce que Dieu est. C'est de là vient la phrase « on a été créé à l'image de Dieu ». Parce qu'on est dans l'univers, ce qui se rapproche le plus de cette immense entité dans laquelle on vit. On est copié au niveau des sentiments, des émotions, au niveau de nous-mêmes, notre physionomie, la façon que notre organisme fonctionne est le plus près de ce qu'ils ont découvert de comment fonctionne l'univers. Parce que ça va très loin. Eux autres, quand ils disent que l'univers est un immense organisme, c'est pas la théorie, là. C'est qu'ils ont les preuves. À un point tel, là, ça va... j'adore dire des choses étranges. Les Chinois ont cartographié nos courants d'énergie dans notre corps, OK? Avec les points névralgiques de l'acupuncture. Alors, ils ont fait les tracés des courants d'énergie dans notre corps et ils ont défini qu'il y avait des points où s'accumule l'énergie en abondance. Bien, les extraterrestres que je connais ont cartographié les courants d'énergie de tout l'univers entier, comme dans un corps humain. Les soleils et les méga-soleils seraient des points d'acupuncture. Et les extraterrestres qui ont cartographié les courants d'énergie de l'univers s'en servent pour voyager d'un monde à l'autre, en une fraction de seconde. On a découvert que récemment, qu'autour de la Terre, il y avait des courants jets, les immenses courants d'énergie immenses qui parcourent le tour. Bien, l'univers entier est parcouru de ces courants d'énergie-là, comme dans un corps humain,
Et eux autres, c'est ce qu'ils m'ont dit. Vous le prenez pas, personne n'est obligé. Ils ont cartographié ces courants-là, et quand ils ont à aller d'un monde à l'autre, ils prennent leur vaisseau, ils rentrent dans un petit courant-là, et ils n'ont pas besoin d'énergie. Le courant les amène directement à l'endroit qu'ils veulent, et ça se passe en quelques secondes. Leurs vaisseaux spatials sont équipés de moteurs antigravité quand ils doivent faire un mouvement très précis autour d'une planète. Mais quand il s'agit de parcourir des distances énormes, comme les oiseaux sur la Terre qui rentrent dans les courants d'énergie et ils ont juste à se laisser aller dans le courant, ils font la même chose. Ils parcourent l'univers entier. Il y a des super courants, il y a des courants plus doux, il y a des courants de différentes intensités et ils les ont entièrement cartographiés. Ils ont fait ça parce qu'au point de départ, ils savaient que l'univers entier était un organisme et qu'il y avait des courants. OK. La question qui intéresse aussi beaucoup les gens que je vois sur Internet, c'est la survie après la mort. C'est un immense débat. Moi, j'ai eu des réponses, ça c'est clair, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. OK. J'ai parlé tantôt d'une énergie qui rencontre une autre énergie. Le choc vibratoire que ça provoque, ça crée un début de conscience. Mais pour être vraiment conscient, et une conscience qui évolue, qui a une durée dans le temps, ça prend 3 niveaux de vibration. L'être humain tel qu'on le connaît, il a 3 corps de base. Il a le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Tout le monde connaît ça. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 de base. C'est 3 corps, mais dans le fond, c'est 3 niveaux vibratoires. Et là, je vais dire quelque chose qui est assez un peu complexe, mais aussi, je préfère prévenir, pour les extraterrestres, tout ce que les humains parlent au niveau de l'âme, de l'esprit, pour eux autres, ça n'existe pas. L'âme n'est pas quelque chose qui existe en soi, pour eux autres. Eux autres, ils ont trouvé autre chose qui définit la perdurance dans le temps. OK. Ils ont découvert que pour être vivant et conscient, ça prend 3 niveaux de fréquence. Le corps physique, pour les humains, le corps physique, c'est le corps de l'action, celui qui pose des gestes. Le corps émotionnel, c'est le corps qui réagit à l'action qu'on a posée. Donc, action, réaction. Et le 3e corps, le corps mental, eux autres, ils disent que c'est le corps des constatations. J'agis, je réagis, je constate. Je pose une action, il y a une réaction à mon action, et je constate le fait. Sans ces 3 corps de base-là, la conscience n'existe pas. Il n'y a pas de conscience sans 3 corps de base. Pour les humains, c'est un corps physique, émotionnel et mental. Pour certains extraterrestres, c'est un corps émotionnel, mental et sentimental, spirituel. Je dis le mot spirituel, mais pour eux autres, ça n'existe pas vraiment. C'est d'autres niveaux de fréquence. Dans le livre que j'ai écrit, À l'origine de tout, je définis les 12 corps principaux qu'on doit connaître. Mais je n'utilise pas les termes que beaucoup de gens utilisent, qui viennent de la culture orientale, qui n'accolent à rien. Mais c'est pas grave. Les mots ne décrivent pas nécessairement la chose. Mais la chose existe, c'est que sur la Terre, on peut avoir jusqu'à 7 corps différents. Mais ça prend un minimum de 3 corps pour être conscient. Même les plantes, les pierres ont 3 corps. Mais ils n'ont pas... c'est un peu étrange. Je rentre dans quelque chose d'un peu étrange. C'est que les fleurs, les plantes en général ont un corps émotionnel, un corps physique, donc le corps plus bas, et ils ont un corps qui est en dessous de notre corps, que nous on connaît, le corps physique, ça vient d'un autre monde, un monde qui est à l'envers de l'évolution. C'est des fréquences plus basses. Et les pierres ont le 3e corps des pierres, c'est le corps physique, puis ils ont 2 corps
qui vibrent à des fréquences plus bas que le corps physique. Les pierres ont juste le corps physique dans notre monde, puis les deux corps plus bas dans des fréquences plus basses. Les végétaux, c'est un corps physique, un corps émotionnel, mais un premier qui est plus bas. Et nous, on a physique, émotionnel et mental. Et les animaux? C'est ça. Les animaux ont comme nous les trois corps de base. Le physique, l'émotionnel et le mental. Ce qui fait qu'ils sont à peu près capables de ressentir à peu près ce que nous, on ressent. Mais voilà le problème. Voilà le problème. Et merci de parler des animaux. C'est que quand le corps physique meurt, que reste-t-il? Il reste deux corps. Donc, l'organisme cesse d'être conscient. OK. Je reviens en arrière. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que les extraterrestres ont découvert que plus on monte dans les fréquences vibratoires, plus les fréquences durent plus longtemps, ont une durée plus longue. Les fréquences plus basses sont plus courtes. Donc, ils ont découvert que le corps physique dure tant d'années, mais que le corps émotionnel dure à peu près au moins un tiers plus longtemps. Ils ont découvert que le corps mental dure un autre tiers plus longtemps. Et ce n'est pas juste dans le temps, et c'est dans l'espace. Le corps physique occupe tel espace, le corps émotionnel prend à peu près entre un tiers à 3 fois plus d'espace, le corps mental prend un tiers à 3 fois plus que le corps émotionnel. Donc, chaque corps prend un tiers plus d'espace en espace et dure en moyenne un tiers plus longtemps. Qui fait que quand le corps physique meurt, notre corps émotionnel et notre corps mental va durer un certain temps, mais va par lui-même se désagréger. Ce qui arrive chez les animaux. Les extraterrestres qui nous ont créés ont eu l'idée d'augmenter le nombre de fréquences dans notre corps, de faire en sorte qu'un individu tout seul a un plus de niveau de fréquence. Ça veut dire qu'ils ont commencé par nous créer un 4e corps et un 5e corps. Et là, tu commences à comprendre que c'est ce qui fait qu'on perdure dans le temps. Alors, en créant le 4e corps, que moi j'appelle le corps sentimental, qui est un corps qui va plus loin au niveau du mental, c'est que quand le corps physique meurt, c'est le corps émotionnel qui devient le corps de base, avec lequel on vit des choses. Le corps mental, c'est les réactions à ce qu'on vit. Et le corps sentimental devient le corps des constatations. Donc, quand le corps physique meurt, on se retrouve dans le monde émotionnel, qui dure un tiers plus longtemps. Mais comme on a 2 corps de plus, on se retrouve à nouveau avec 3 corps. Et ce n'est que ça qui fait que l'être humain peut perdurer après la mort individuellement et se réincarne à nouveau dans un corps physique, c'est qu'on a un 4e puis un 5e corps qui nous prolonge. Tandis que les animaux n'ont que ces 3 corps de base. Quand OK, tout est vibration. Une pensée, une émotion, tout vibre et tout est vibration, tout est issu de la même énergie. Alors, quand il y a une race, on va prendre les chevaux forment une entité. Parce qu'au moment qu'il y a tant de centaines d'êtres qui vivent la même chose, qui ont le même corps, ils se créent comme une entité globale. Moi, j'appelle même ça carrément un dieu qui représente toute une race animale. Alors, quand le cheval perd son corps physique, il ne lui reste que son corps émotionnel et mental. Alors, ces 2 corps se perdurent et se désagrègent lentement, le fait qu'ils ne sont pas perdurés par la vibration. Ils se défont, ils retournent à l'esprit groupe de l'animal, le cheval, ou le dieu cheval, ou le dieu oiseau, le dieu ça. Ce qui fait que les animaux ont une survie. C'est pour ça que les animaux qui renaissent, les chevaux qui renaissent, ils renaissent en puisant leur énergie dans l'esprit groupe de leur race, les chevaux. Qui fait que ce que les chevaux apprennent dans leur vie, ils le transmettent jusqu'à certains points à l'esprit groupe. Parce qu'au moment qu'il y a tant... C'est assez... OK, il faut que je vous dise une chose. Les extraterrestres, ils m'ont beaucoup expliqué de choses, mais je suis un être humain.
Et ce que je vous raconte là, c'est ce que j'en ai compris. Mais je suis un être humain. Et ce que je raconte, c'est ce que moi j'ai compris de ce qu'ils m'ont raconté. Peut-être que ce eux autres connaissent est 100 fois plus fort, 100 fois plus loin, 100 fois plus précis. Mais en tant que... je suis quelqu'un qui... Je vais vous dire, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer. Peut-être j'aurais dû dire ça au début. Quand j'avais 20 ans, les entités qui me parlaient, du moins les voix qui me parlaient, m'ont dit « Colin, tout est vrai. Tout est vrai. Ne perds pas ton temps à vouloir prouver ce que tu découvres, ce que tu apprends. Tu perds ton temps. L'être humain a une capacité d'imagination qui est comprise dans tout l'univers. L'être humain est fait de la même matière que tout l'univers, de la même énergie, et tout ce qu'il peut imaginer est déjà compris dans l'univers. Donc, tout ce que tu peux imaginer, perds pas du temps à dire c'est-tu vrai, c'est pas vrai. Non, tu perds ton temps, tout est vrai. À un point tel que ce que tu découvres, tu n'as pas à te poser la question si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est est-ce que ça te sert à toi en ce moment? Est-ce que ça te sert? Est-ce que tu en as besoin en ce moment pour évoluer? C'est ça qu'on m'a expliqué. On m'a expliqué que tu peux lire un livre qui est une fiction complète, comme tu peux lire la biographie de quelqu'un, et tous les deux peuvent te bouleverser, peuvent te transformer, peuvent t'apprendre quelque chose sur toi-même qui va te faire te sentir mieux dans ta peau. Et c'est dans ce sens-là que ils m'ont dit, ne perds pas de temps à chercher, à comprendre ou à vérifier tout ce que tu apprends. L'important, c'est est-ce que ça te dit, ça te parle à toi? Et est-ce que ça te permet d'avancer et d'évoluer? Ils m'ont expliqué aussi que... Ils m'ont expliqué aussi que il n'y a pas de fausseté dans le sens que ce qui, toi, te sert peut ne pas servir à l'autre, mais ce n'est pas parce que l'autre ne s'en sert pas que c'est faux. Dans la mesure que ce que tu découvres, tout va bien, oui? OK. L'important, c'est ce que tu découvres, tu le compares à la réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit que dans la réalité, ça peut être stagnant, puis quelqu'un qui ne vit que dans son imaginaire, ça peut être stagnant. Il faut toujours que ce que tu imagines, ce que tu découvres en toi-même, tu le compares avec l'extérieur. Mais il m'a toujours expliqué que si tu veux évoluer rapidement, ne perds pas ton temps à vouloir prouver tout ce que tu apprends, puis tout ce qu'on t'explique. La deuxième chose aussi que je voulais dire aussi, c'est je suis un être humain. Donc, je ne me fais pas des accroires. Je suis conscient que je transmets des choses qu'on m'a expliquées, mais que j'ai compris avec mes limites, avec mes sens et avec mon bagage de bibliothèque. Mais je ne me considère pas comme quelqu'un qui transmet tel quel de grandes vérités. Troisièmement, très important, on m'a expliqué aussi que ce qu'on m'enseigne, c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Il y a des vérités encore plus grandes, mais tu n'en as pas de besoin pour fonctionner dans ta réalité. Ce qu'on t'explique, c'est pour pouvoir fonctionner mieux dans ta réalité. De connaître des vérités trop grandes ou trop vastes qui vont te donner un vertige, qui vont te faire perdre de pied dans ton monde actuel, ce n'est pas souhaitable. Alors, ce qu'on t'explique, c'est ce que tu as besoin de savoir pour en ce moment, puis pour l'année prochaine, pour dans 10 ans, mais pas dans 1000 ans. OK, c'est clair. Alors, ces trois principes-là, c'est pour dire que ce que je raconte aujourd'hui n'est pas basé, c'est pas la vérité de foi, et j'ai pas la prétention d'être un transmetteur parfait, sans aucune interférence. Mais je suis content parce que dans le livre que j'ai écrit, c'est écrit par Naja, et lui, il parle directement, et c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Moi, aujourd'hui, je parle en tant qu'être humain, puisque j'en ai compris. Ce qui fait que ce que j'en ai compris, c'est plus accessible à tout le monde. C'est un peu dérangeant quand ils m'ont expliqué que l'âme, en tant que telle, c'est un principe qui n'existe pas. Parce qu'ils m'ont expliqué que il n'y a rien qui survit en dehors des corps.
on est conscient et on se considère comme un être unique, individuel, parce qu'on a 3 corps qui vivent ensemble et qui nous donnent une perception de l'extérieur et nous fait prendre conscience de notre existence. Au moment que les corps se dissouent, se dissolvent, la conscience meurt avec. C'est simplement parce que quand le corps physique meurt puis que le corps émotionnel prend la relève, qu'il y a une continuité de la conscience, qu'elle se prolonge dans un autre corps. Mais sans corps, la conscience n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'être éternel en nous, dans le sens que il n'y a pas d'élément qui est éternel en nous. La seule chose qui est éternelle en nous, c'est cette énergie fondamentale qui nous a créés. Mais cette énergie-là, si elle n'a pas de forme, elle est inconsciente. Et si elle est inconsciente, elle ne peut pas prolonger la perception de l'individu. C'est un peu dur à prendre, mais il faut l'accepter. Et tout l'univers, en soi, c'est un équilibre entre cette énergie-là sans forme et entre les formes qui veulent perdurer. Cette énergie-là qui est prisonnière en nous arrête d'une chose, retrouver sa liberté originelle, sans forme. Puis en même temps, sans la forme, elle est inconsciente, elle n'a pas la conscience d'exister. Les extraterrestres m'ont dit une chose, m'ont dit, l'univers à l'origine était parfait. L'énergie originelle était parfaite, mais inconsciente. Inconsciente d'elle-même, inconsciente de son potentiel, de ses capacités. Et quand elle aura fait le tour de toutes ses capacités, elle va être pareille comme à l'origine, elle va être parfaite, mais avec la conscience de sa perfection. Et ça, c'est là qu'on comprend que c'est quoi l'évolution des êtres humains. C'est de prendre plus conscience, de faire que notre conscience devient de plus en plus vaste. Ils m'ont dit quelque chose aussi qui est très important, parce que combien de fois j'entends des gens dire « Ah, nous les humains, on est un petit grain de poussière sans importance. » Qu'est-ce qu'on est par rapport à l'infini puis l'univers? Moi, je réponds, non, non, non. Les extraterrestres m'ont dit, non, non, non. Nous habitons dans un être gigantesque, et si la conscience de lui-même, c'est parce que nous, à l'intérieur de lui, nous lui envoyons notre bagage d'expérience. Il ressent son univers intérieur à travers nous. Nous sommes ses sens intérieurs. Nous aimons, nous pleurons, nous vivons, nous avons des émotions, nous avons des pensées, nous avons des rêves. Mais tout ça, c'est à l'intérieur d'un être et c'est grâce à ça qu'il se perçoit. Il est devenu Dieu, l'univers entier est devenu Dieu conscient à partir de grâce à nous. Nous lui envoyons constamment des sensations de son monde intérieur. Très important. Nous-mêmes, on est conscient, avec nos sens extérieurs, on est conscient de notre environnement. Mais c'est tout ce qui nous habite à l'intérieur qui nous donne notre conscience intérieure de notre individu. Nous devrions constamment remercier tous les êtres à l'intérieur de nous, tous les organes, les cellules, qui nous donnent une perception de nous-mêmes en tant qu'organisme entier. Alors, notre rôle, même si on est minuscule dans l'univers, nous sommes ses sens intérieurs. Alors, il se perçoit grâce à nous. Il se perçoit de l'intérieur grâce à nous. Alors, pourquoi tu penses que Dieu nous voue un amour inconditionnel? Grâce à nous, il a conscience de lui-même. Pas juste si on suppose qu'il n'est pas tout seul dans l'univers, qu'il y a d'autres êtres comme lui. Grâce à nous, il se perçoit de l'intérieur versus l'extérieur. Ça remet un peu les pendules à l'heure, parce que, je vais dire une chose, moi, là, ils m'ont expliqué comment on pouvait comparer l'univers avec le corps humain constamment. De combien de parties à l'intérieur de toi que tu peux te délester sans que ça te perturbe? De combien de molécules, de combien de virus, de microbes, de quoi que ce soit que tu as dans ton humain, de combien tu peux t'en débarrasser sans que ta vie soit menacée? Alors,
Des millions. Des millions, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain niveau. Ben, l'univers, c'est la même chose. Je vais dire une chose, c'est comique un peu ce que je vais dire. Oui, tu pourrais te débarrasser d'un certain nombre de virus, puis ça ne sera pas bien grave. Mais il y a quand même des bonnes choses en toi que si tu t'en débarrasses, ta vie va être déséquilibrée ou même menacée. Alors, tu as intérêt dans l'univers d'être quelqu'un qui est bénéfique pour l'univers. Si tu veux qu'on te perdure le plus longtemps possible. D'ailleurs, il y a des façons d'être qui plaît à l'univers et qui permet, entre autres, de sentir qu'on joue un rôle important puis que l'univers entier nous protège et a envie qu'on dure longtemps parce qu'on est bénéfique pour lui. C'est assez spécial, mais les autres, ils m'ont fait voir constamment le parallèle entre eux autres, je veux dire, l'univers entier puis le corps humain. Je vais donner un autre exemple. C'était des questions, là, je pourrais ralentir un peu. Alors, vas-y. Nous sommes à l'intérieur de l'univers, mais l'univers, c'est un individu. C'est une entité. Un être, une entité. Oui. Cette entité vivre avec autres entités. C'est possible. Dans une autre grosse entité, gros univers. C'est possible. Mais je vais dire une chose. Ils m'ont dit, on a assez à se préoccuper de notre univers. On ne se préoccupera pas si cet univers-là fait partie d'un univers encore plus grand. Dans le sens, on va laisser les autres univers se poser des questions sur leur univers. Nous, on va accepter que... Les autres, parce qu'on vit dans une entité, ils ont découvert la périphérie de l'univers. Mais, oui, c'est ça. Et ils ont commencé à se poser des questions, mais les autres, ils se doutent qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas seul. Je vais aller plus loin que ça. Si on compare un être humain, ils ont découvert que... On parle beaucoup du Big Bang, de l'explosion originelle. Pour eux, il n'y a pas eu d'explosion originelle. Il n'existe pas. Non. Il y a eu le développement d'un fœtus. Comparaison. C'est-à-dire qu'il y avait un trou noir, une accumulation d'énergie à un point très, très concentré qui, en un espace très, très court, s'est mis à proliférer et à grandir. Jusqu'à un moment donné, ça s'est stabilisé. Alors, le Big Bang, on pourrait le comparer au développement d'un fœtus dans les premiers jours, qui, à partir de 2-3 cellules, se multiplier. Alors, c'était comme une explosion, pas une explosion, mais une expansion rapide de création physique, d'un univers physique. Mais l'énergie était déjà là. L'énergie dans l'univers était déjà là, prête à se multiplier, à avoir comme... Pour eux autres, on n'est pas en ce moment dans la suite d'un Big Bang. En ce moment, on est dans un... OK. J'ai lu récemment que des scientifiques avaient découvert que plus on s'éloigne du centre de l'univers, plus on va en périphérie de l'univers, ça a l'air que c'est en expansion plus rapide. Les scientifiques pensaient que plus on est en périphérie de l'univers, plus la vitesse ralentit, c'est normal. Après l'explosion, ce qui est très très loin doit ralentir puis lentement s'immobiliser. Ils ont découvert le contraire. Ils ont découvert que plus c'est loin, plus ça va vite. Bon. Les extraterrestres m'ont expliqué. Prenez votre respiration. Quand on inspire, on fait rentrer de l'énergie en nous, mais notre corps physique, lui, il prend l'expansion. Ce qui est en périphérie va plus vite et plus loin que les cellules qui sont plus près de notre cœur, du centre. Donc, quand on prend une respiration, ce qui est en périphérie va plus loin et plus vite, et le centre va un peu moins loin. Ben, dites-vous qu'en ce moment, l'univers respire, elle est en train de prendre une inspiration. Et à un moment donné, elle va expirer. Elle ne mourra pas, elle va simplement se reconcentrer, rester stable un temps et repartir. Parce qu'ils m'ont expliqué que la respiration se fait en 3 temps. Inspiration, expiration, repos. 3 temps. L'univers va fonctionner sur le même principe. Inspiration, expiration, arrêt.
Ce qui fait que si on est juste dans une inspiration de l'univers, on peut à peine imaginer sa durée. Ils m'ont tellement fait des comparaisons avec le corps humain. OK. Tantôt, j'ai expliqué que l'univers est né d'une énergie primordiale qui a pris de l'expansion et en revenant vers elle-même, elle a pris conscience d'elle-même à son retour. En revenant vers elle-même, comme dans un miroir, l'énergie a frappé l'énergie qui est en expansion, a frappé l'énergie qui était en contraction, le choc vibratoire a créé un début de conscience et tout ça. Mais nous fonctionnons exactement de la même façon. Nous émettons des émotions, des sentiments, des pensées, et nous lui donnons de l'énergie. Alors, elle part en expansion autour de nous, puis rendue au bout de leur énergie qui l'a propulsée, elle revient vers nous. Et nous prenons conscience. Je suis choqué. J'envoie une énergie de violence. Elle part, puis elle me revient en pleine face, et tout d'un coup, la violence me revient à travers une autre personne, et je suis frappé par une violence envoyée par quelqu'un. Et je ne suis pas capable d'admettre que c'est moi-même qui a été à l'origine de cette violence, ou de l'amour, ou de n'importe quel sentiment. On est comme l'univers, nous projetons autour de nous constamment des émotions, des actions, des gestes, et ça se répand autour de nous, et rendu à un certain niveau d'expansion, ça revient vers nous, et c'est grâce à ce phénomène-là qu'on prend conscience. Comme j'expliquais dans la première vidéo, quand je parlais de la fille qui se plaignait que sa mère l'avait beaucoup rabaissée, torturée, et quand je disais, mais madame, remerciez votre mère, parce qu'elle vous a fait prendre conscience de ce que c'était la violence, l'agressivité, et de rabaisser quelqu'un. Et grâce à elle, vous ne poserez plus jamais de toute l'éternité des gestes d'agressivité envers quelqu'un. Bien, l'univers fonctionne comme ça. Nous sommes des êtres qui naissons avec une certaine innocence, une certaine virginité, et on commence à émettre. On émet autour de nous, et plus on émet fort, plus ça va loin, donc plus ça prend du temps à revenir, mais un jour ou l'autre, ça nous revient, et tout d'un coup, on prend conscience de nos gestes, mais on prend conscience de qu'est-ce que c'est aimer, haïr, tuer, pleurer, déprimer, joie, tristesse, nommer même les actions, un geste qu'on pose, va nous revenir à travers un autre être. Mais l'autre être qui nous ramène ce qu'on a émis, c'est qui cet être-là? C'est nous inversés. C'est notre miroir. Puisque tout l'univers est fait de la même énergie fondamentale, tout ce qui nous revient, c'est le reflet de nous-mêmes. Et quand ça nous revient, on en prend conscience, et c'est nous qui décidons si on la rééquilibre en nous. L'équilibre de l'univers, c'est d'en arriver à équilibrer entre des énergies qui s'opposent, qui se rencontrent et qui s'opposent. C'est ça. Je vais faire une petite remarque. Je sais que tu sembles un peu fatigué. Non, c'est correct. C'est correct. C'est très intéressant. C'est un voyage. Oui, OK. Parce que ça, c'est comme une image de l'univers qui... C'est bon. Donc, je te voyais un peu fermer les yeux. Et... Oui, mais OK, parce que c'est pas parce que... Non, c'est OK. une chose très intéressante. Vraiment, la cosmologie, c'est comme... On ferme les yeux et on voit l'univers. OK, d'accord. Tout OK. ça, c'est incroyable. Parce que Rubichello a dit l'autre fois qu'il avait cette expérience-là, mais il n'était pas capable d'expliquer cette vision. Donc, pour beaucoup de personnes, je pense qu'il y a l'intuition de qu'existe ça, mais on n'est pas capable de faire la description. Oui, donc c'est incroyable. Et ils m'ont expliqué aussi que l'évolution n'a pas de fin. C'est éternel, l'évolution. Ce qui fait que
il faut être capable de trouver la satisfaction dans le moment présent, dans tout ce que l'on fait. Le but au bout du chemin n'est pas important. C'est la façon que tu parcours le chemin. Ce que tu vas ressentir le long du chemin. Parce que il y a des êtres qui vivent des milliers d'années, il y a des vies qui vivent que quelques secondes, mais ce n'est pas le temps qui est important, c'est d'approfondir ce que l'on vit. Ils m'ont expliqué que je vais revenir au fameux parallèle que j'ai fait entre l'univers qui est en expansion, qui revient vers elle, puis qui crée le choc et la conscience. Tous les êtres humains, on devient conscient en rencontrant son contraire, en rencontrant son opposé. Mais son opposé, c'est nous-mêmes qui revenons en sens contraire. Il faut apprendre à reconnaître dans l'autre notre propre moi qui nous revient à travers l'autre. Parce que l'autre ne nous ramènera pas ce qu'on n'a pas déjà émis avant. On dit souvent que les enfants vivent dans un bonheur. Oui et non. Ils vivent dans un bonheur dans le sens qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'est l'amour, la haine, l'abandon, la joie. Et on pense qu'ils vivent dans un monde idéal. Non, ils sont dans un monde avec une certaine inconscience. Oui, prendre conscience, c'est un long cheminement, c'est une maturité qui peut nous faire, qui peut nous amener à vivre des expériences des fois traumatisantes, mais c'est la seule façon de prendre conscience de qui on est. On va partir dans une autre direction. OK, j'ai parlé tantôt que les êtres humains ont été créés avec la particularité d'avoir plusieurs corps qui leur permettent de se réincarner. Et ça, c'est vraiment une découverte, une invention faite par des entités supérieures qui date de pas tant de millions d'années que ça. Donc, on est en fin de compte un prototype relativement encore à l'essai. Alors, il faut accepter que, comme les humains sur la Terre, la palette de comportements est immense. Ça va des actes les plus sublimes aux actes les plus cruels, les plus abominables. Pourquoi? Mais parce qu'on a été créé avec une palette de nuances tellement large qu'elle nous donne vraiment beaucoup d'autonomie, d'autonomie qui nous permettent vraiment de prendre des décisions, même des fois à l'encontre de la majorité, à l'encontre de son voisin. Vraiment, ça a créé des êtres d'une grande individualité. Parce que quand tu ne te réincarnes pas d'une vie à l'autre, tu restes relativement intégré à ta race, à ton peuple, à ton environnement. Et quand tu décèdes, la plupart de tes expériences retournent à l'esprit de groupe, mais ça reste là. En devenant individuel, en devenant des êtres capables de se réincarner, donc de prolonger son individu, ça crée des êtres de plus en plus très typés, très précis et très différents les uns des autres. C'est ce qui a créé tous les conflits qu'on a sur la Terre, c'est que chaque individu est très typé et très différent de son voisin. C'est-tu un plus ou un moins? On le saura dans quelques millions d'années. Mais pouvez-vous imaginer que même Dieu, au point de départ, n'était pas d'accord? Parce que dans le fond, lui, il est pour que tout soit unifié, pour que tout soit en harmonie. Mais parce que Dieu, à l'origine, c'est quoi? C'est une énergie parfaite, répandue partout, et qui est heureuse en étant partout, sans être bloquée par une forme, sans être limitée par une enveloppe. Et quand elle s'est retrouvée dans une enveloppe, jusqu'à un certain point, elle s'est sentie limitée. Nous, on pense que l'univers est imparfait, parce qu'on le perçoit avec des sens imparfaits, des sens incomplets. Alors, on pense que l'univers est imparfait, mais non, c'est parce qu'on l'aperçoit partiellement, avec des sens limités. Donc, cette énergie-là, elle, qui est prisonnière en nous. OK, il faut savoir une chose, il faut savoir comprendre l'énergie. Les trous noirs, qui sont cette énergie-là très, très dense, mais elle est partout.
Pourquoi, quand on éteint toutes les lumières, ça devient noir? Parce que ce noir-là, c'est cette énergie-là. À l'origine, cette énergie-là, on l'appelle l'énergie sombre, d'ailleurs, qui est partout dans l'univers. C'est vrai que nous, on est en périphérie de la galaxie, fait qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre coin, là, elle est plus concentrée au centre. Mais il y en a partout. Alors, nous, on est fait de cette énergie-là, mais en même temps, on est constamment bombardé par cette énergie-là qui nous traverse. Et une partie de cette énergie-là, en nous traversant, reste prisonnière en nous. Elle s'accumule en nous. Puis elle se sent, plus elle s'accumule, plus elle se sent oppressée dans notre petit corps, là. Ben dense, bien serré, là, tu sais. Puis en s'accumulant dans notre corps, elle a un mouvement. Elle tourne, elle finit par se déplacer en spirale. Ben, elle tourne sur elle-même. Mais en tournant sur elle-même, elle descend dans le bas du corps. Puis là, elle commence à provoquer des petites frictions. Et là, tout d'un coup, on a envie de... on a envie de faire l'amour, on a envie on a envie de se masturber. Pourquoi? Parce que cette énergie-là s'est accumulée en nous et elle frotte, elle tourne en haut, elle se frotte sur certains nerfs, certains courants d'énergie. Et on a besoin soit simplement de la décharger en tant qu'énergie. Et dans l'acte sexuel ou dans la masturbation, on évacue le trop-plein de cette énergie-là pour essayer de retrouver à l'intérieur un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Cette énergie-là, elle est heureuse quand elle est à peu près en équilibre partout. Ça a l'air simple à expliquer, mais ça va plus loin. Les gens parlent de l'amour. Ah, l'amour, c'est beau l'amour. Tout le monde devrait être en amour. Le but suprême de la vie, ça serait d'être toujours en amour, aimer le prochain, se donner pour l'autre, tout faire pour l'autre. Je mets un bémol là-dessus. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est cette énergie enfermée en nous qui cherche à retrouver sa liberté originelle avant la forme, avant l'enveloppe qui l'emprisonne. Et c'est elle qui nous pousse à aller vers l'autre parce qu'on cherche à s'unir à l'autre pour transvider nos énergies, pour ne faire que... Au lieu d'être deux êtres séparés, avec deux charges d'énergie séparées, on veut s'unir ensemble pour devenir une entité avec la même énergie. Donc, l'amour, c'est même pas quelque chose de spirituellement, nécessairement, comment dire, c'est fondamental dans l'univers. L'énergie originelle veut retrouver sa liberté du point de départ. Mais si elle retrouve sa liberté totale, elle se retrouve à nouveau inconsciente. Elle ne vibre plus, elle n'évolue plus, elle n'est plus source de progrès, de conscience. Donc, est-ce qu'on vise ça vraiment? Alors, tout l'univers s'équilibre entre vouloir s'unir à l'autre pour se fondre dans l'autre, s'oublier à travers l'autre, et en même temps garder sa forme, son individualité, le fait que c'est ça qui me fait évoluer. Mon corps me permet d'évoluer et d'être conscient. Et l'amour total, si on le prend vraiment dans le sens le plus total, c'est l'absence de corps, donc l'inconscience. Qui fait que quand des êtres très évolués ont décidé de créer des êtres qui se perpétuent individuellement, ça ne faisait pas l'affaire de cette énergie-là. Elle est heureuse quand le corps meurt, l'énergie retrouve sa liberté, mais en inventant des êtres comme nous, qui peuvent se prolonger d'une façon même indéfiniment, ça allait un petit peu à l'encontre de ce que l'univers souhaitait, retrouver son unité originelle d'avant le chaos. Alors, il y a eu du pour et du contre. Est-ce qu'on l'encourage ou on ne l'encourage pas? Est-ce qu'on favorise des êtres qui perdurent éternellement? Donc, qui perdurent l'individualité, la séparation? Mais bon, Dieu a fini par admettre qu'il y avait un progrès. Le progrès qui se passait, c'était que quand un être humain, un être normal qui n'a pas 4 corps, décède, on perd un héritage. Une partie de l'héritage se prolonge dans l'esprit de la race, mais il y a une partie de l'héritage qui se perd, des subtilités qui se perdent. Tandis que quand, c'est comme de lire un livre écrit par quelqu'un qui a vécu il y a 200 ans. C'est bon, c'est sa mémoire. Sa mémoire, elle perdure dans un livre.
Mais c'est complètement différent d'avoir la personne devant toi avec qui tu peux parler. Et c'est ça que l'être humain individuel a apporté comme progrès, c'est que c'est pas juste la mémoire de l'être qui perdure dans l'esprit de la race, mais c'est l'individu lui-même qui peut continuer à évoluer puis à approfondir en tant qu'individu ce qu'il découvre. Donc Dieu ou l'univers a fini par admettre qu'il y avait un progrès là. Même si au départ, ça suggérait que ce serait la séparation qui continuerait. C'est... Oui. D'accord. Quand tu as compris tout ça, tu en viens à te dire, moi-même, en tant qu'individu, j'ai un rôle à jouer, un rôle à jouer dans l'univers. Mais oui, je dois aider l'autre, je dois partager avec l'autre, mais mon individualité est aussi importante. Je dois aimer tous les êtres vivants qui existent, mais je dois aussi m'aimer comme individu, et même parfois moi en premier, parce qu'ils m'ont expliqué que tout déséquilibre est dangereux. Tu peux passer 2-3 vies à te donner dans des causes humanitaires et d'aider des gens, des peuples entiers. Mais un jour ou l'autre, tu vas avoir à vivre une vie d'égoïste, où tu vas aimer que toi. Parce que on ne peut, tout déséquilibre entraîne son contraire. Tout excès dans une direction va amener le contraire. Si tu passes une vie à te donner pour les autres, sois sûr que la vie suivante, tu vas la passer qu'à penser qu'à ton nombril. Parce que c'est normal, c'est naturel, ça fait partie de l'équilibre. L'univers fonctionne de même. Quand le balancier va trop loin dans une direction, il va dans l'autre. Il n'y a pas aucun déséquilibre ou comportement extrême qui n'entraîne pas un jour ou l'autre son opposé, qui t'oblige à prendre conscience que là, tu es allé trop loin dans une direction. Ce qui m'a fait dire dans le livre, une phrase aussi qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir, c'est « Dieu, l'univers entier, ce n'est pas la somme que de toutes les belles choses. Dieu, c'est l'ensemble de toutes choses équilibrées entre elles. Dieu, ce n'est pas que parfait amour, parfait bonheur, parfait compassion. Non. Dieu est tout. Donc, Dieu est l'ensemble de toutes choses équilibrées en elles. Dieu est capable de toutes les possibilités. Comme j'ai déjà dit à un moment donné, quand tu as vécu plusieurs vies antérieures, tu es capable de tous les comportements possibles. Tu as tout vécu, tu as tout essayé, tu as tout fait comme comportement. Qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Une personne équilibrée, qui est capable de dire, oui, j'ai déjà tué, j'ai déjà torturé dans une autre vie, je le sais, c'est en moi, je ne le dis pas, c'est là, mais c'est moi qui décide aujourd'hui ce qui sort de moi, ce que j'exprime dans mon corps. C'est ça qu'on appelle avoir la conscience. Le vrai amour, c'est d'avoir connu la haine. Le vrai bonheur, c'est d'avoir connu la dépression, les malheurs. Pour que tu arrives et tu dis, j'ai tout connu, et en connaissance de cause, avec ma conscience, je choisis ce qui me fait du bien et ce qui me fait évoluer. Et grâce à ça, j'ai compris que je devais respecter mon corps, en prendre soin, parce que je suis un Dieu pour tout ce qui existe en moi. Si moi, je suis à l'intérieur d'un être immense et que grâce à moi, il se perçoit de l'intérieur, j'ai le rôle aussi, moi, d'être un Dieu aimant, répandant l'amour et l'énergie pour tous les êtres qui m'habitent. J'ai la responsabilité de toutes les vies qui sont en moi. Donc, je n'ai pas des parties de moi que je dois rejeter ou je ne dois pas être fier d'une partie, pas de l'autre. Je dois en prendre soin et je dois traiter mon corps comme si j'étais le dirigeant, mais un dirigeant qu'on peut presque dire, je suis un Dieu pour toutes les entités qui sont en moi. Et j'ai toujours fait ce parallèle-là entre l'univers et moi. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que vraiment, l'être humain, c'est la première création récente
qui est tellement copié sur comment fonctionne l'univers. Wow, La plus proche. fantastique. OK, je ne sais pas depuis quand on parle. Moi, quand je me mets à parler, je deviens comme dans un état second. Oui, ça c'est magnifique. Alors, on a parlé aujourd'hui avec M. Colin Chabot. Ça, c'est les premières vidéos qu'on va faire de ce sujet de la cosmologie extraterrestre. Mais on va avoir un deuxième programme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir. Pour les prochains programmes, je pense qu'on doit savoir quel est le but de la vie humaine. Quel est le destin de l'être humain. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi on regarde le monde et on dit on est une entité séparée de tout le monde? Et ça, c'est les prochaines vidéos qu'on va trouver des réponses. Merci beaucoup, mes amis de Latitude 45. Monsieur Colin Chabot, merci beaucoup. Phew, c'était...